Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Mobilisation générale décrétée à l'Elysée avant le 20h de TF1 demain où sera annoncée sa candidature par l'intéressé. L'UMP se dit dans les starting blocks, ça ne change rien, on savait déjà, relativise François Hollande. Nicolas Sarkozy qui confirme par ailleurs la perspective de référendum car, dit-il, la campagne se jouera ni à gauche ni à droite mais au peuple. Une consultation sur la règle d'or budgétaire est désormais évoquée. Je suis d'accord, dit Jean-Luc Mélenchon. Et puis la présidentielle, projet contre projet, mais aussi le bilan. On ne l'oublie pas, le débat du 19h ce soir sur la réforme des universités, notamment l'autonomie, la fierté de Nicolas Sarkozy. Il devrait en rougir pour la sénatrice socialiste Dominique Gillot, qui sera confrontée tout à l'heure à l'UMP Jacques Legendre. Et puis, sachez-le, une page politico-cinéma à la fin de cette édition, à la veille de la sortie du film La Dame de Fer, incarnée par Meryl Streep. Le secret de Polichinelle n'a donc pas été levé lors de la visite du jour du chef de l'État à l'usine Photowatt à Bourgain-Jallieu, dans l'Isère, malgré la pression d'une centaine de journalistes venus tout exprès. Mais c'est une affaire d'heures, le 20h de TF1 demain pour l'annonce officielle, qui sera suivie le lendemain d'un premier meeting à Annecy. Nathalie Kosciusko-Morizet sera la porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État évoque un troisième thème de référendum, donc après l'immigration, le chômage et la formation, la règle d'or budgétaire. Selon une formule prêtée à l'Élysée, l'élection doit être un appel au peuple, les parlementaires ne pouvant pas tout décider. Paul Bouffard. Les parlementaires ne peuvent pas tout, l'idée peut surprendre, mais aujourd'hui Nicolas Sarkozy persiste et signe. S'il est réélu, le référendum sera l'arme d'un nouveau quinquennat. Indemnisation des chômeurs, immigration et même règle d'or, le presque candidat Sarkozy lancera son appel au peuple. Il le répétait encore ce matin devant les salariés de Photowatt. Je sais bien que ça rompt des habitudes, mais s'il le faut, je demanderai au peuple français son avis sur cette question de la formation, du droit à la formation à tout âge, pour ne laisser tomber personne. À droite, le référendum, instrument gaulliste par excellence, ne laisse pas indifférents les parlementaires. Il peut être indispensable, mais pas sur n'importe quel sujet. Je me réjouis effectivement que de ce retour en faveur de la consultation populaire. Maintenant, il ne peut pas y avoir référendum sur n'importe quoi. Le référendum doit poser sur des problèmes fondamentaux, des problèmes importants et des problèmes précis. 62, est-ce que vous voulez que le président de la République soit élu au suffrage universel direct? C'est une question précise. À gauche, on se veut lucide sur le nouveau leitmotiv de Nicolas Sarkozy. Une idée qui est vue par certains comme le moyen de contourner le blocage d'un Sénat désormais à gauche. C'est une frénésie de fin de règne. Vous savez, ça me fait penser à ce que me disait un ami qui connaît bien les sables mouvants, vous savez, du côté du Mont-Saint-Michel. Il me disait, quand on est dans des sables mouvants, plus on s'agite, plus on s'enfonce. Pourtant, le référendum n'a pas toujours été vanté par Nicolas Sarkozy. En 2003, les Corses refusent la proposition du ministre de l'Intérieur de fusionner les deux départements de l'île. En 2005, les Français disent non à la Constitution européenne, comme quoi le référendum est bien aussi une arme à double tranchant. Et pour François Hollande, deux sujets seulement justifient un référendum, un changement institutionnel majeur et des transferts de souveraineté importants vers l'Europe. Notons que les députés socialistes ont réclamé aujourd'hui un référendum sur la TVA sociale. Leur demande a été rejetée il y a quelques instants par l'Assemblée nationale. Alors que le chef de l'État a fait évoluer au cours de la journée dans l'Isère donc son appréciation d'un référendum sur les chômeurs, il parle plus et il met plus en avant aujourd'hui la question de la formation professionnelle. La réaction tout à l'heure sur notre antenne de Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, est chargé d'une mission justement sur la formation par Nicolas Sarkozy. Alors le sujet relève-t-il d'un référendum? On écoute sa réponse. Le référendum est un outil extrêmement important pour notre démocratie. Attention à l'abus aussi de la procédure référendaire qui est une procédure solennelle. Voilà, Gérard Larcher invité de Preuve par 3 à retrouver à 22h30 ce soir. Le dernier sondage Public Sénat, IFOP, Fiducial, Europe 1 Paris Match. François Hollande est à 30%, 5 points devant
Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen 17,5% et François Bayrou 12,5%. Bonne tenue de Jean-Luc Mélenchon à 8,5%. On découvre les scores inférieurs à 3%, notamment Eva Joly qui arrive donc à ce score de 3%, pas plus, les autres candidats. Enfin, au second tour, François Hollande l'emporterait toujours très largement, 57,5 contre 42,5 pour le président sortant. Le MEDEF a également son programme de campagne qui met l'Europe en top priorité, selon l'expression utilisée par Laurence Parisot. Il faut oser le fédéralisme selon le patronat qui milite pour le 2 pour 1, 2 fois plus d'économies que de hausse d'impôts. Jérôme Rabier. Pour sa contribution au débat présidentiel, Laurence Parisot ne choisit pas son candidat mais défend son camp, celui des entreprises. Ces traditionnelles demandes de baisse des charges mises à part, c'est sur le terrain plus large de la politique que le syndicat patronal avance les propositions les plus fortes. Première priorité, oser le fédéralisme européen avec la création des États-Unis d'Europe pour mieux s'imposer dans la compétition mondiale. Deuxième thème, le désendettement de la France, et le MEDEF n'y va pas par 4 chemins. Il faut tailler dans les dépenses et renforcer le non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, portant même le ratio de 1 sur 2 à 2 fonctionnaires sur 3 non remplacés. Nous préconisons d'accélérer la cadence. Il faut aussi que les collectivités locales commencent à s'engager dans cette voie de non-remplacement des fonctionnaires territoriaux qui partent à la retraite. Autre point chaud concernant les retraites, le patronat préconise de nouvelles discussions dès 2013 car pour lui la réforme de l'an dernier ne suffira pas. Et ce dernier sujet qui ne manquera pas de froisser, l'assurance maladie et sa nécessaire réforme aux yeux du patronat. Des propositions qui à coup sûr feront réagir syndicats de salariés et partis politiques. Le député apparenté socialiste Serge Letchimy se dit heureux de l'absence de sanctions de l'Assemblée pour ses propos. Il avait évoqué le nazisme visant les déclarations de Claude Guéant sur les civilisations. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pris donc aucune sanction. À l'issue d'une réunion de 2 heures, la gauche était majoritaire en raison de l'absence de quelques députés UMP. Hier, rappelons-le, par manque de troupes UMP là encore, la commission des finances de l'Assemblée avait rejeté la TVA sociale. Eh bien aujourd'hui, François Fillon appelle la majorité à un vote rapide et massif en faveur de cette mesure voulue par le chef de l'État pour alléger le coût du travail. Cet incident appelle à une réaction vigoureuse de la majorité, a souligné le Premier ministre. Le cumul des mandats est au cœur des débats politiques, mais cette question en cache une autre, le cumul entre un mandat électif et un mandat exécutif, comme une présidence de communauté urbaine ou de syndicat communal. Une opportunité largement utilisée par de nombreux parlementaires. Et un rapport du Sénat entreprend de dire aujourd'hui quelques vérités. Sandra Cerquera. Voilà un sujet qui dépasse le clivage politique habituel. Un UMP et un PS, ensemble, auteurs d'un rapport sur le cumul des mandats des parlementaires. Aujourd'hui, on peut être député ou sénateur et maire et siéger dans une communauté de communes. 3 fonctions chronophages, influentes aussi. Certains parlementaires cumulent jusqu'à 4 mandats et finissent par ne plus siéger dans l'hémicycle. Et si vous devez rajouter qu'au titre de ces fonctions, vous occupez aussi des responsabilités dans des organismes type gestion d'hôpitaux ou de maisons de retraite ou d'organismes de syndicats des eaux, de SEM de construction, la vie devient tout simplement impossible. D'autant que cumuler 3 emplois du temps veut aussi dire cumuler 3 salaires. Un sénateur qui est maire d'une ville de plus de 100 000 habitants gagne environ 8 000 € mensuels, auxquels s'ajoutent près de 4 000 € quand l'élu préside une grosse communauté urbaine, soit au total 12 000 €. Pour les Français, c'est pas tant le cumul des mandats, parce qu'ils aiment bien avoir des élus puissants. Ce qui souvent les met en colère ou attire des remarques ou des critiques acerbes, c'est le cumul des salaires. Depuis 1992, les indemnités des parlementaires sont limitées à 8 100 €. Mais la loi prévoit un dispositif de reversement. Une pratique curieuse qui permet à tout élu qui dépasse le plafond de désigner un collègue pour lui reverser le trop-plein perçu. La révolution Free, avec des baisses de prix importantes sur les forfaits téléphone et Internet, ne doit pas faire oublier que beaucoup de Français attendent une autre avancée, la couverture tout simplement de leur village. Le combat est mené au Sénat par le centriste Hervé Maurey, dont la proposition de loi a été débattue aujourd'hui. Alors que propose-t-il contre ce qu'on appelle
les déserts numériques? Réponse avec François Goulin. On les appelle les déserts numériques, ces zones abandonnées par la 3G ou la DSL à haut débit. Au Sénat, Hervé Maurey et Philippe Leroy veulent en finir avec ces territoires ruraux en marge du progrès. Pour eux, l'équipement numérique des campagnes repose trop souvent sur le bon vouloir des opérateurs. Les opérateurs vont où ils veulent, et évidemment où ils veulent c'est uniquement dans les zones rentables, les zones denses, quand ils veulent, et dès lors qu'ils disent qu'ils vont aller quelque part, cela interdit aux collectivités locales de déployer elles-mêmes la fibre sur le territoire. Donc ce que propose notamment ce texte, c'est de faire en sorte que les engagements des opérateurs, ils soient contractualisés, contrôlés, et que, ce qui les choque beaucoup, si d'aventure ils ne tenaient pas leurs engagements, ils soient sanctionnés. Un discours qui n'est pas du goût des sénateurs UMP pour qui l'État ne peut pas agir seul. Il a besoin des opérateurs privés. Et si on organise, comme cette loi le fait d'ailleurs, une logique d'opposition, de confrontation, on est sûr que, d'une part, on va désinciter les opérateurs privés justement à investir, on va les décourager, alors qu'au contraire, il faut les encourager. Et ensuite, on va, je crois aussi, amener les collectivités à investir là où il y a déjà des réseaux qui vont exister par le privé, et elles vont dépenser de l'argent public, alors qu'aujourd'hui, la France manque justement d'argent public. Sitôt la proposition de loi connue, la Fédération française des télécoms a immédiatement réagi, très inquiète des contraintes qu'imposerait le texte sénatorial. Elle menace de remettre en cause plusieurs projets déjà en cours. Évoquons maintenant la fiscalité numérique. La taxe Google, un temps envisagée, a toujours ses défenseurs, parmi lesquels le président de la Commission des finances, Philippe Marini, a répété aujourd'hui lors d'un colloque au Sénat sur le sujet que les multinationales du net et du commerce électronique échappent à tout impôt en France, un manque à gagner estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. On l'écoute. On ne peut pas se contenter de la situation présente qui voit les majors de l'Internet échapper à peu près à toute fiscalité digne de ce nom dans les grands pays de consommation de services numériques que sont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, pour ne prendre que cette liste. Philippe Marini avec Guillaume Ullmann. La conférence des grandes écoles présente ses idées aux candidats à la présidentielle, notamment cette idée des frais de scolarité de 3 000 € par an, mais à payer après les études supérieures. Notons que des présidents d'université ont de leur côté brisé le tabou autour des frais d'inscription insuffisants, disent-ils. Les invités du 19h, Dominique Gillot, bonsoir, sénatrice socialiste du Val d'Oise et rapporteur du budget de l'enseignement supérieur. Face à vous, Jacques, et de la recherche. Face à vous, Jacques Legendre, vice-président UMP de la Commission, je n'oublie rien là, de la culture, de l'éducation et de la communication. La réforme des universités est mise en avant, on le sait, on l'entend, dans le bilan du quinquennat, Dominique Gillot. Ce bilan, eh bien, vous le démolissez sans retenue dans une tribune publiée par Libération ce matin. Tous les effets bénéfiques de l'autonomie seraient faux pour vous? Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Moi, je suis une nouvelle sénatrice. Je suis arrivée au mois d'octobre. On m'a confié le rapport budgétaire sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, j'ai fait mon travail de parlementaire. J'ai regardé comment ça se passait. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas tout à fait le compte pour satisfaire aux obligations de la LRU et des responsabilités et compétences élargies que doivent assumer les universités aujourd'hui. Donc, j'ai posé des questions aux ministres. Les réponses qui m'ont été apportées ne m'ont pas satisfaite. Donc depuis, j'écoute et je me rends compte qu'on a plutôt affaire à de la communication qu'à de la démonstration de la réalité des moyens qui sont conférés aux universités. De la communication, donc des mensonges, puisque c'est comme ça que votre tribune est titrée dans Libération, Jacques Legendre. Oui, j'ai été étonné par cette charge, cette diatribe de ma collègue, dont je connaissais plutôt l'esprit jusqu'ici mesuré. Alors peut-être peut-on mettre ça sur l'approche de certains scrutins. Moi, je suis depuis d'assez nombreuses années au Sénat, je suis année après année l'évolution des budgets de l'enseignement supérieur, parce que c'est
un poste capital. Et j'ai le sentiment que nous avons depuis quelques années, avec Madame Valérie Pécresse et de par la volonté du président de la République, effectivement vu une sanctuarisation des budgets de l'enseignement supérieur, une amélioration claire des budgets de l'enseignement supérieur, et puis surtout un changement d'état d'esprit au sein de l'enseignement supérieur avec la loi sur l'autonomie des universités et puis l'accessibilité au grand emprunt qui permet à beaucoup de laboratoires, à la recherche dans les différentes régions de connaître un grand progrès. Madame Gillot n'a pas trouvé ces informations financières que vous évoquez là. Vous dites là, sur la progression du budget, là, vous dites c'est faux. C'est faux. Le budget 2012 de l'enseignement supérieur de la recherche augmente de 0,8%. C'est bien inférieur à l'inflation. Et par ailleurs, les universités ont des compétences beaucoup plus importantes, beaucoup plus nombreuses. Il y a de nouvelles missions auxquelles elles ne peuvent pas échapper, puisqu'il s'agit de décisions de l'État, du législateur, l'allongement de la carrière des universitaires, par exemple, avec le recul de l'âge de la retraite, l'accompagnement de la professionnalisation des étudiants en licence, la vie étudiante avec le 10e mois de bourse. Enfin, tout ça augmente considérablement les charges. Or, le budget par lui-même n'augmente que de 0,2%. Alors ensuite, on peut détailler à l'intérieur des programmes, puisque le budget de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche, l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est 10 programmes qui concernent 5 ministères, mais il y a deux programmes, le programme 150 et le programme 231, où on ne retrouve pas notre compte. Écoutez, manifestement, Madame Gillot n'a pas vu les temps forts qui se sont produits, comme par exemple le plan campus, qui a permis le lancement de toute une série de rénovations des campus qui en avaient besoin. Elle donne des chiffres qui sont bien inférieurs à ceux que Nicolas Sarkozy évoque. C'est tellement vrai que là où les universités n'avaient pas su, et les régions n'avaient pas saisi l'opportunité au bon, ça a été le cas à Lille, et je le déplore puisque je suis un sénateur du Nord, eh bien, on a vu des vives protestations et un sentiment, effectivement, de perdre, de ne pas avoir ce que les autres, au contraire, obtenaient. Et il a fallu monter au créneau, tous ensemble, j'ai été un de ces acteurs-là, pour faire en sorte que la région Nord-Pas-de-Calais bénéficie aussi du plan campus. Bon. Alors on ne peut pas nous dire à la fois qu'il n'y a rien eu de fait, et puis voir vos amis politiques, madame, déplorer dans telle ou telle région, et parce que madame Aubry n'y avait pas cru assez à ce moment-là, que le plan campus n'est pas appliqué à la région. Et puis maintenant, il y a tout ce concours sur la recherche. Je vois dans la Voix du Nord de ce matin encore, 54 millions d'euros pour 6 laboratoires d'excellence régionaux, un rééquilibrage financier. Je le souhaitais comme beaucoup d'autres. Je trouve comme d'autres qu'on en fait peut-être pas encore assez, mais on en a fait beaucoup et partout on le réclame. Alors je crois qu'il faut être clair là-dessus. Il y a eu une prise en compte par l'État, un effort pour la recherche, la possibilité de bénéficier du grand emprunt et des et des possibilités qu'il offre. On est très loin de la description que vous faites, ma chère collègue, quant à la réalité des choses. Moi, je me tiens aux chiffres. Le grand emprunt, la mobilisation du grand emprunt dans les investissements d'avenir pour le plan campus, c'est 1/100 de ce qui a été annoncé. Il n'y a eu que 54 millions qui ont été engagés sur le 1,3 milliard qui a été promis sur l'année 2011. Donc on est effectivement dans des effets d'annonce. Alors peut-être que sur le très long terme, le grand emprunt, les investissements d'avenir vont rendre leur effet. Mais actuellement, les universités sont au bord du gouffre avec le transfert de la masse salariale inerte qui ne prend pas en compte l'évolution de carrière. C'est largement insuffisant et de nombreuses universités risquaient d'être mises sous tutelle à la fin de l'année. Aux universités plus de moyens que ce que l'État payait jusqu'ici. Ce n'est pas vrai. Il faut être là-dessus. Bon, alors là, il y a deux visions. Autre question abordée par Madame Gillot, c'est l'autonomie, la fameuse autonomie des universités qui doit leur donner des ailes. Vous dites que, en fait, non, elle n'est pas réalisée. Vous évoquez ces universités, en fait, placées sous tutelle. Carrément, enfin, censément, puisqu'elles n'ont pas la liberté d'obtenir les crédits dont elles ont besoin.
entre les crédits récurrents et les crédits contractualisés, le compte n'y est pas. Et un des gros problèmes des universités, c'est justement la gestion de cette masse salariale qui a été transférée de manière inerte et qui augmente normalement, hein, à cause du GVT, enfin tout le monde qui connaît un petit peu du glissement vieillesse-technicité, l'avancée en âge et en promotion des agents. Non, mais sur l'autonomie, alors, l'autonomie. Non, mais attendez. Quand même, il y a 3 universités ou 3 établissements universitaires qui ont des problèmes et qui ont risqué d'être mis en tutelle sur un ensemble de 150. Voilà la réalité des faits. Et beaucoup d'autres ont su au contraire s'adapter et profiter de cette disposition nouvelle de l'autonomie. Il faut quand même se dire aussi que les universités ont souhaité maintenant s'emparer des possibilités offertes par l'autonomie et qu'il n'y a plus que 3 établissements, là aussi, qui ne sont pas autonomes. Voilà, voilà la réalité. Voilà la réalité des faits. Parlons à quel prix les universités réussissent cet équilibre? En gelant des postes, voire en supprimant. Dernier point. Vous mettez en cause la nouvelle attractivité attractivité internationale de nos universités. Sur l'autonomie des universités, moi je dis qu'elle n'est pas terminée. Je ne suis pas hostile à l'autonomie. Je pense qu'actuellement, la manière dont la loi LRU est appliquée, c'est une loi de déconcentration et pour obliger les présidents d'université à faire des coupes sombres dans les budgets. Alors, le temps de parole est assez bien réparti, je crois, mais Monsieur Legendre, c'est à vous pour répondre alors à la fois à l'autonomie et puis à l'attractivité. Je voudrais qu'on en parle. Aussi. Je voudrais dire que sur l'autonomie, il s'agit maintenant de se mettre à l'esprit qu'on ne distribue pas simplement quelque argent à tous les points du territoire, mais qu'il faut qu'il y ait des projets, qu'il faut que les universités s'affirment. Et là, on rejoint justement l'attractivité de nos universités à l'international. Ouais. Il y a quand même un classement de Shanghai qui avait révélé le manque de visibilité de l'université. Nous avons été nombreux au Sénat à nous inquiéter de cette situation. Des évolutions ont été faites pour permettre à un plus grand nombre d'étudiants étrangers de venir étudier en France, et ceci d'autant plus que nous avons des places qui sont disponibles à cause de l'évolution de la démographie. Alors je crois que sur ce point, il était absolument nécessaire que l'université française s'affirme à l'international. Voilà, écoutez, on ne va pas vous réconcilier. Est-ce que François Hollande va revenir sur la réforme de l'université d'une manière, mais il gardera l'autonomie? Nous réfléchissons à l'adaptation de cette loi pour redonner plus de dynamisme. Je suis convaincu, ne saurait pas revenir Vous êtes très aimable, Monsieur Legendre, mais j'étais justement en train de dire qu'on est en train de préparer des propositions pour améliorer justement le sort des universités, donner plus de démocratie, de démocratisation et plus de démocratie dans la gestion, dans la gouvernance des universités. Merci pour cette confrontation sur le bilan dans les universités. Demain sort au cinéma le film La Dame de Fer, Margaret Thatcher incarnée magistralement par Meryl Streep. Très beau rôle de composition donc pour celle qui régna au 10 Downing Street 11 ans. Est-ce le signe d'un retour en grâce pour la femme politique intraitable? Simon Barbarie. 22 ans après son départ de Downing Street, la Dame de Fer est de retour, mais sur les écrans, le parcours de l'ancienne Premier ministre, aujourd'hui atteinte par la maladie d'Alzheimer, redonne une seconde jeunesse à celle qui a marqué la société britannique dans les années 80. Privatisation au pas de charge, réduction de la dette, coupe budgétaire dans les services publics, célébration de l'argent et compétitivité étaient à l'époque la marque de la première chef de gouvernement d'outre-Manche. Des thèmes porteurs pour la droite et une partie de la social-démocratie européenne. Un retour en grâce des années Thatcher marqué par une embellie économique fondée nostalgique. Les Britanniques comprennent que les politiques très dures de la Dame de Fer étaient nécessaires sur le long terme. En dehors de l'aile gauche du Parti travailliste, le consensus balaye toute la classe politique. Même en Argentine, Maggie garde la cote. Le long métrage La Dame de Fer a été classé 5e le week-end dernier des films les plus vus. La guerre des Malouines en 1982 fit pourtant plus de 600 morts dans les rangs argentins. Avec nous, Jean-Louis Thiéraut, bonsoir. Quelle opportunité ce film, puisque vous avez publié il y a quelques mois maintenant. Hein, quelques années. Quelques années même. Il a été réédité en poche, là, tiens, l'an dernier. Margaret Thatcher. Donc, vous êtes impressionné par la volonté de cette femme et également ses réformes libérales? C'est ce qui vous a motivé?
Non, ce qui m'a motivé, c'est que le livre est sorti en 2007, c'était l'année des présidentielles, première candidature de Nicolas Sarkozy, et on a eu une réflexion de savoir est-ce que cette réforme libérale ou était adaptable, ou en tout cas était suffisamment connue des Français. Et c'est pour ça que le livre a été fait. Maintenant, bien sûr, ce qui est impressionnant, c'est le parcours, l'itinéraire, quelqu'un qui venait d'un milieu social très simple et qui a connu la carrière que l'on connaît, première femme, Premier ministre, et puis elle a redressé la Grande-Bretagne. À quel prix? À quel prix? À un prix extrêmement douloureux, c'est vrai, mais n'oublions pas que 40 ans, que lorsqu'elle est arrivée aux affaires, 40 ans de socialisme avaient fait de la Grande-Bretagne un pays dont on disait que c'était l'homme malade de l'Europe qui avait besoin des financements du SFMI. La Grande-Bretagne de 1979, c'est la Grèce d'aujourd'hui. Bon, alors vous dites d'emblée dans votre livre qu'elle est un mythe. D'aucuns disent plutôt un repoussoir, une horreur. Alors, en France peut-être. L'intransigeance. En Grande-Bretagne, pas du tout. Il y a eu un sondage qui a été fait par le Sun en 2011, demandant qui étaient les plus grands premiers ministres du XXe siècle, et elle arrive à 83% d'opinion favorable, au même niveau que Winston Churchill. On glorifie toujours le passé, hein, avec tout à un peu de recul. Hein. Tout à fait. Le film est formidable, hein, mais le film... Raconte-moi d'ailleurs. Pour moi, c'est plus un film finalement sur Alzheimer, sur la vieillesse et sur le fait d'être et d'avoir été qu'un film historique. On la voit néanmoins ferme face aux mineurs, face aux ministres conservateurs hein, qui appellent à protéger les plus faibles, face à son opposition bien sûr. Le film la montre assez seule. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais qu'elle était même au cours de ses années. Mais ça n'a jamais été quelqu'un qui a fonctionné dans l'empathie, dans l'amitié. Ça a toujours été quelqu'un qui a dit je suis une femme qui gouverne sur des convictions et pas sur du consensus. Et par rapport au milieu conservateur de l'époque, qui était un milieu très courtois, bien éduqué, effectivement elle est un peu arrivée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, dans un monde très policé. Personne ne la cite en exemple aujourd'hui, à part vous. Non, mais je ne la cite pas en exemple. Je ne la cite pas en exemple. Je dis que le destin politique est exceptionnel. On ne la cite pas en exemple en France. David Cameron se revendique explicitement de Margaret Thatcher aujourd'hui. Mais non, je ne la cite pas en exemple. C'est un destin, c'est une histoire déterminée. Il est clair que ça n'est pas adaptable à d'autres pays et à des pays comme les nôtres qui sont dans la tradition du capitalisme régnant continental. Est-ce que, selon vous, la nostalgie qu'elle inspire et puis le succès du film en Grande-Bretagne traduisent une adhésion à ces idées aujourd'hui? En Grande-Bretagne, je le crois. Si succès est lié en France, on verra ce que donnera le film. En tout cas, il y a une grande reprise dans les médias. Ça n'est certainement pas un succès d'adhésion. Très bien. Les idées libérales, telles qu'elle les a mises en œuvre, ont peu de chances de revenir aujourd'hui, non, dans la gestion politique après les crises que l'on a connues. Avec cette petite nuance que je pense que beaucoup d'errements du monde de la finance qu'on a connus et qui ont amené à la crise de 2008 ou aux crises plus récentes sont plus le fait de ses successeurs, et notamment de John Major, que des décisions qu'elle a prises. Pour ne prendre qu'un exemple, la fusion entre les banques de détail et la banque d'investissement, Margaret Thatcher s'y est toujours opposée en estimant que c'était extrêmement dangereux. Il ne faut pas oublier qu'à côté du côté économiquement libéral qui était le sien, il y avait un côté qu'elle appelait law and order, la loi et l'ordre, dans lequel elle considérait que l'État devait rester un facteur de réglementation. Et un autre exemple, les chemins de fer, ce n'est pas elle qui les a privatisés et elle y a toujours été opposée. Donc faut bien voir qu'il y a eu le thatcherisme tel qu'il a été et puis l'image qu'on en a qui est beaucoup plus nuancée. Est-ce qu'il y a des aspects biographiques du film, assez peu nombreux quand même, hein, en tous les cas sur le plan politique, que vous avez découvert? Non. Il y a une chose dans le film qui sonne très, très faux, c'est la personnalité de Dennis Thatcher jeune, où l'acteur n'a aucun rapport avec ce qu'était Dennis Thatcher jeune, qui était un homme plus âgé que Margaret, qui la rassurait, qui était déjà divorcé, qui avait une expérience d'officier sur le front. Parce que là, on voit un jeune homme de bonne famille, très séduisant. On voit un crétin séduisant. Enfin, il y a un côté un peu benet en soupirant transi, alors que Dennis Thatcher était totalement différent. C'était quelqu'un qui avait déjà vécu et qui lui apportait un statut social, une surface sociale qu'elle n'avait pas. Est-ce qu'il a réussi, durant toute son existence, à exister peu ou prou à côté de sa femme? Cet homme, on n'en parle jamais. Il savait dès le départ qu'il serait un homme de l'ombre, il l'avait accepté et il est resté tout au long de sa vie dans l'ombre de sa femme. Il l'a accepté. Il l'a accepté. Merci, il réapparaît après sa mort. Donc vous allez découvrir le film, effectivement, des apparitions auprès de son épouse atteinte par la maladie d'Alzheimer, ce que montre
essentiellement ce film, c'est vrai. Merci beaucoup Jean-Louis Thieriot, donc Margaret Thatcher, une réédition en poche de cet ouvrage sorti il y a quelques années. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Doc à Doc, il n'y aura pas de 19h demain, notez-le, car Public Sénat et la chaîne parlementaire Assemblée nationale vous proposeront de suivre le meeting demain de François Hollande. Bonsoir.